Une femme de 22 ans vient de recevoir le pouvoir suprême. Autour d'elle, des princes affamés, des ducs en rébellion, des armées étrangères aux frontières. Tous veulent sa chute. Tous pensent qu'elle va échouer. Ils ont tort. En 8 ans, cette femme va faire pendre les fidèles de son propre père. Elle va truquer les règles d'une assemblée nationale. Elle va ordonner un massacre où 6 000 hommes seront égorgés, avec un mot d'ordre glaçant, pas de prisonniers. Elle va arracher une enfant de 14 ans à son mari légitime, et elle va utiliser sa propre sœur comme arme politique pendant 22 ans. Son nom, vous ne le connaissez probablement pas. L'histoire l'a oublié. Peut-être parce qu'elle dérangeait, peut-être parce qu'une femme aussi impitoyable, ça ne rentre pas dans les livres d'école. Anne de France, celle que son père, Louis XI, appelait la moins folle femme du monde. Cet acte terrible, cette décision impossible, et une couronne sauvée au prix du sang. Ce que vous allez découvrir va changer votre vision de l'histoire de France. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer les prochains secrets oubliés de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Cette chaîne, c'est votre rendez-vous avec les vérités que personne ne vous a jamais racontées. On commence. Août 1483. Le château du Plessis-les-Tours est plongé dans la pénombre. Dans une chambre aux volets clos, un homme agonise. Cet homme, c'est Louis XI, celui que toute l'Europe surnomme l'universel aragne, l'araignée universelle. Pendant 22 ans, il a tissé ses toiles. Il a écrasé les grands seigneurs. Il a brisé la féodalité. Il a fait de la France une nation. Mais ce soir, l'araignée est prise dans son propre piège. La mort approche, et Louis XI le sait. À son chevet, une silhouette silencieuse, une jeune femme de 22 ans. Elle a les yeux bruns, le regard franc. Les chroniqueurs de l'époque diront qu'elle se tenait toujours droite comme une lance. Cette femme, c'est Anne de France, sa fille aînée. Louis XI la regarde, et il prononce une phrase qui va changer l'histoire. C'est la moins folle femme du monde, car de sage, il n'y en a point. Dans la bouche du roi le plus retors de son temps, ce n'est pas une insulte, c'est un testament. Anne de France vient de recevoir la mission la plus dangereuse du royaume, protéger la couronne d'un enfant de 13 ans, son petit frère, Charles VIII. Mais autour d'elle, les loups se rassemblent déjà. Le duc d'Orléans, Louis, est le premier prince du sang. Si Charles VIII meurt sans héritier, c'est lui qui devient roi. Il considère la régence comme son droit naturel. Il refuse qu'une femme, une simple sœur du roi, lui vole ce qui lui revient. Derrière lui, d'autres princes fourbissent leurs ambitions. Le duc de Bourbon, le duc d'Alençon, le comte de Dunois. Et surtout, le duc de Bretagne, François II, qui rêve d'indépendance pour son duché. Ces hommes ont été écrasés par Louis XI pendant des années. Ils ont courbé l'échine, ils ont attendu. Et maintenant que le roi est mort, ils veulent leur revanche. Face à eux, Anne de France n'a presque rien. Elle n'a pas de titre officiel de régente. La loi salique interdit aux femmes d'hériter du trône et beaucoup pensent qu'elle devrait aussi leur interdire de gouverner. Elle n'est que la sœur du roi. Pas sa mère, pas sa veuve, juste sa sœur. Son mari, Pierre de Beaujeu, est un homme loyal. Mais en 1483, il n'est encore qu'un cadet de la maison de Bourbon. Il n'a ni le prestige ni la fortune des grands princes. Anne de France est seule. Elle a 22 ans et elle doit affronter les hommes les plus puissants d'Europe. Alors elle fait ce que son père lui a appris. Elle frappe la première. 21 mai 1484, 9 mois après la mort de Louis XI. L'aube se lève sur le gibet de Montfaucon, aux portes de Paris. Montfaucon, ce nom fait trembler tout le royaume. C'est une colline sinistre, hérissée de potence, où pourrissent les cadavres des condamnés. On dit que l'odeur se sent à des lieues à la ronde. On dit que les corbeaux y sont si nombreux qu'ils obscurcissent le ciel. Feuqueute. Matin-là, une foule immense se presse au pied du gibet. Des murmures circulent, parce que celui qu'on va pendre aujourd'hui
n'est pas un voleur ordinaire, c'est Olivier le Daim. Olivier le Daim, l'ancien barbier devenu comte de Meulan, l'oreille du roi, l'homme qui murmurait à Louis XI les secrets de tout le royaume. Pendant des années, il a été l'un des hommes les plus puissants de France. Les grands seigneurs le haïssaient, le peuple le craignait, et Louis XI lui faisait confiance aveuglément. Mais Louis XI est mort, et Anne de France a décidé de sacrifier son fidèle serviteur. Olivier le Daim n'est pas le seul. En quelques mois, Anne a livré au prince 3 des conseillers les plus proches de son père. Jacques Coictier, le médecin qui avait soutiré des fortunes au roi mourant en le terrorisant avec des prédictions de mort. Jean de Doyat, l'homme de confiance venu d'Auvergne, accusé de 1000 abus. Et Olivier le Daim, le plus détesté de tous. Ces hommes ont été incarcérés à la conciergerie. On les accuse de vol, de meurtre, d'emprisonnement arbitraire. Les procès sont expéditifs, les condamnations sans appel. Olivier le Daim est pendu au gibet de Montfaucon. Son corps se balance dans le vent. Les corbeaux s'approchent, mais voici ce que la foule ignore. Ces procès ne sont pas des actes de justice, ce sont des sacrifices politiques. Anne de France a offert ces hommes au prince pour acheter leur silence. Elle a donné au loup un peu de viande pour qu'il ne dévore pas tout le troupeau. Les historiens modernes ont analysé ces événements avec précision. Neidhard Buhlst, dans son étude monumentale sur les États généraux, l'écrit clairement: Anne de France a sacrifié les conseillers de son père pour se concilier les grands du royaume. C'est un calcul glacial. Ces hommes avaient servi Louis XI avec zèle, peut-être avec cruauté, certainement avec efficacité. Ils connaissaient tous les secrets du règne précédent. Ils auraient pu être des alliés précieux, mais Anne de France a compris quelque chose que beaucoup de dirigeants mettent des années à apprendre. En politique, on ne gouverne pas avec des serviteurs qu'on aime. On gouverne avec des serviteurs dont on peut se passer. Le corps d'Olivier le Daim se balance au gibet de Montfaucon. Anne de France a fait couler le premier sang de sa régence. Elle a montré au prince qu'elle était capable de couper dans sa propre chair. Mais ce n'était qu'un prélude, parce que dans quelques semaines, Anne va devoir affronter une assemblée bien plus dangereuse que n'importe quel bourreau. Une assemblée qui pourrait lui arracher le pouvoir sans verser une goutte de sang. Une assemblée où se joue l'avenir du royaume, les États généraux de Tours. Et là, son génie politique va se révéler dans toute sa terrible subtilité. Janvier 1484. La ville de Tours est en ébullition. Pour la première fois dans l'histoire de France, des représentants de tout le royaume convergent vers la capitale. De l'Artois au Dauphiné, de la Normandie à la Bourgogne, 284 députés des 3 ordres vont siéger ensemble. Le clergé, la noblesse, et pour la première fois, le tiers-État au complet, avec des représentants des paysans eux-mêmes. C'est une révolution silencieuse. L'expression « États généraux » apparaît officiellement pour la première fois. Cette assemblée extraordinaire va décider qui gouvernera la France pendant la minorité de Charles VIII. C'est là que tout se joue. Louis d'Orléans exulte. Il a réclamé cette convocation. Il pense que les États vont lui donner la régence. Après tout, il est le premier prince du sang. Il est l'héritier présomptif. La logique féodale est de son côté. Comment une simple sœur du roi pourrait-elle l'emporter face à lui dans une assemblée de nobles et de prélats? Mais Louis d'Orléans ne connaît pas encore Anne de France. Il ne sait pas qu'elle a appris la politique aux côtés de l'homme le plus rusé de son temps. Il ne sait pas qu'elle a passé des mois à préparer cette assemblée. Il ne sait pas que les États généraux de Tours sont un piège qu'elle a elle-même construit. Les travaux des historiens modernes ont révélé l'ampleur de la manipulation. Neidhard Buhlst, qui a consacré sa carrière à étudier ces états généraux, parle d'une manœuvre habile et réussie des beaux jeux pour neutraliser les clientèles des princes. Comment Anne a-t-elle fait? Elle a changé les règles du jeu. Sous Louis XI, les délégués aux assemblées étaient bien choisis par les grands seigneurs.
Chaque duc, chaque comte envoyait ses fidèles, ses obligés, ses clients. Une assemblée convoquée par le roi devenait ainsi une tribune pour les princes. Mais Anne modifie la procédure électorale. Elle favorise les officiers royaux, ces hommes nommés par la couronne, payés par le trésor, loyaux au pouvoir central. Ces hommes qui lui doivent tout. Le résultat est spectaculaire. L'assemblée qui devait servir de tremplin à Louis d'Orléans se retrouve peuplée de partisans des beaux jeux. Les princes sont minoritaires. Leurs réseaux de clientèle ont été court-circuités et ils ne comprennent à voir même pas ce qui leur arrive. Les séances débutent le 15 janvier. Pendant des semaines, les débats font rage. On discute des abus du règne précédent. On réclame des réformes. On rédige des cahiers de doléances. Mais la vraie question, celle qui obsède tout le monde, c'est la régence. Qui va gouverner la France? Le 9 février, un événement inattendu se produit. Philippe Pau, sénéchal de Bourgogne, se lève pour prendre la parole. C'est un vieux diplomate, un chevalier de la Toison d'Or, un homme respecté de tous. Ce qu'il va dire va stupéfier l'Assemblée. Dans un discours d'une audace inouïe, Philippe Pau affirme que le pouvoir politique appartient au peuple. Il dénie le droit naturel des princes à gouverner. Il proclame une sorte de souveraineté nationale, 3 siècles avant la Révolution française. Les chroniqueurs lui donneront le surnom de « bouche de Cicéron ». Ce discours semble menacer Anne de France elle-même. Si le pouvoir appartient au peuple, alors ni les princes ni la régente n'ont de légitimité particulière. L'Assemblée devrait gouverner seule en attendant la majorité du roi. Mais Anne, en vraie fille de Louis XI, retourne la situation à son avantage. Elle utilise ce discours pour achever Louis d'Orléans. Si le pouvoir appartient au peuple représenté par les États, alors un prince du sang n'a aucune légitimité particulière à réclamer la régence. Le droit du sang ne compte plus. Seule compte la décision de l'Assemblée. Et l'Assemblée, Anne l'a déjà conquise. Les députés, au nom de la nation, décident de s'en remettre à la sagesse du roi, c'est-à-dire à la régente. Louis d'Orléans est mis en échec, humilié publiquement, renvoyé à sa place de simple prince sans pouvoir. Anne de France a gagné la première manche. Elle a transformé une assemblée potentiellement hostile en instrument de sa légitimation. Elle a utilisé un discours révolutionnaire pour consolider son pouvoir conservateur. Elle a battu les princes à leur propre jeu. Mais Louis d'Orléans n'est pas homme à accepter la défaite. Il quitte Tours avec la rage au ventre. Si les urnes lui refusent le pouvoir, il le prendra par les armes. Il va chercher des alliés. En Bretagne, où le duc François II craint pour l'indépendance de son duché. En Autriche, où Maximilien rêve d'affaiblir la France. En Angleterre, où Richard III puis Henri VII observent avec intérêt les divisions du royaume. C'est le début de ce que l'histoire appellera la guerre folle, une guerre féodale, une rébellion des princes contre une femme de 23 ans, une coalition européenne contre la régente de France. Anne de France aurait pu négocier, elle aurait pu faire des concessions, elle aurait pu acheter la paix avec des titres et des terres. Elle choisit une autre voie, elle choisit l'écrasement total. Et ce qui va se passer à Saint-Aubin-du-Cormier, 4 ans plus tard, va glacer le sang de toute l'Europe. Parce qu'Anne de France ne va pas seulement gagner cette guerre, elle va donner un ordre que personne n'attendait. Un ordre qui va transformer une bataille en massacre. Un ordre de 3 mots, pas de prisonniers. 28 juillet 1488. Il est 14 heures. Le soleil de plomb écrase la lande de la Rencontre, près du bourg de Saint-Aubin-du-Cormier, en Bretagne. 2 armées se font face dans un silence de mort. D'un côté, 15 000 Français. Parmi eux, 8 000 mercenaires suisses, les soldats les plus redoutés d'Europe. Des hommes qui ne connaissent pas la peur. Des hommes qui ne font pas de quartier. À leur tête, Louis de la Trémoille, le général choisi par Anne de France pour en finir avec la rébellion. De l'autre côté, 12 000 hommes.
une coalition hétéroclite rassemblée par le duc François II de Bretagne et le duc d'Orléans, des Bretons qui défendent leurs terres, des Anglais envoyés par Henri VII, des lansquenets allemands au service de Maximilien d'Autriche, des Gascons et des Espagnols débarqués à Quimper, une armée européenne contre la France. Depuis 3 ans, la guerre folle déchire le royaume. Louis d'Orléans, humilié aux États généraux, a fui en Bretagne. Il a convaincu François II de se soulever. Il a tissé des alliances avec tous les ennemis de la régente. Il pense que le nombre fera la différence. Il pense qu'Anne de France va plier. Il se trompe. Anne a envoyé une armée colossale. Elle a donné des ordres très précis à la Trémoille. Et ces ordres vont transformer cette bataille en boucherie. Les chroniques de l'époque rapportent un détail glaçant. Les Français ont reçu un mot d'ordre avant le combat. 3 mots. Pas de prisonniers. Ce n'est pas une bataille qu'Anne de France a ordonnée. C'est une exécution. À 14 heures, les trompettes sonnent. L'avant-garde bretonne, commandée par le maréchal de Rieux, charge la première ligne française. Pendant quelques minutes, l'espoir renaît dans le camp des rebelles. Les Français reculent. La ligne plie. Puis tout bascule. Les lansquenets allemands, terrifiés par l'artillerie française, tentent de se mettre à l'abri. Leur mouvement rompt la ligne de bataille du duc. Un trou s'ouvre dans les rangs. La cavalerie française s'y engouffre. Elle coupe l'armée ennemie en 2. Et le carnage commence. Les chroniqueurs de l'époque décrivent des scènes d'horreur. Les fantassins bretons sont oxy, sans répit, comme des moutons dans un parc. 500 archers anglais sont massacrés jusqu'au dernier. Les 2000 hommes portant la Croix-Rouge, signe de ralliement des Bretons et des Anglais, sont exterminés. Pas un seul ne survit. La bataille dure 4 heures. À 18 heures, tout est fini. 6 à 7 000 morts jonchent la lande de la rencontre. Les corps sont si nombreux qu'on les enterre dans un charnier immense, dans un coin du bois du Sel. Aujourd'hui encore, cet endroit porte le nom de Charnier. La mémoire du massacre n'a jamais disparu. Louis d'Orléans combat jusqu'au bout. Il refuse de fuir. Il se bat au milieu des lansquenets allemands réfugiés dans le bois. Reconnu à sa riche armure écrevisse, il est finalement capturé par un capitaine suisse nommé Spetting. Ses compagnons, fous de rage après avoir perdu tant des leurs, veulent l'achever sur place. La Trémoille intervient pour le sauver. Le soir même, une scène extraordinaire se déroule au château de Saint-Aubin. La Trémoille invite le duc d'Orléans et le prince d'Orange à dîner. Les 2 prisonniers s'assoient là, à la place d'honneur. On leur sert un repas raffiné. Pendant quelques heures, on pourrait croire à une réconciliation. Puis, au dessert, 2 moines franciscains entrent dans la salle. La terreur s'empare des convives. Tout le monde sait ce que signifie la présence de ces moines. Ils sont là pour entendre les confessions de ceux qui vont mourir. La Trémoille prend la parole. « Prince, je n'ai aucun pouvoir sur vous. C'est au roi seul qu'il appartient de vous juger. Mais quant à ceux qui ont manqué à leur serment et violé la discipline militaire, ils payeront de leur tête ce crime de lèse-majesté. Ces moines sont là pour les confesser. » Les officiers français qui ont suivi Louis d'Orléans dans sa rébellion sont emmenés dans la cour du château. Ils sont décapités sur place. Louis d'Orléans, lui, est envoyé en prison, à Sablé d'abord, puis à Lusignan, puis à Bourges. Certaines sources parlent d'une cage de fer, comme celle où Louis XI enfermait ses ennemis. D'autres contestent ce détail, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Le premier prince du sang va passer 3 ans dans les geôles de la Régente. Anne de France a écrasé la rébellion, mais elle ne s'arrête pas là. 3 semaines après la bataille, le duc François II de Bretagne signe le traité du Verger. Il est brisé, son armée est anéantie, son pays est ravagé. Il n'a plus le choix. Le traité stipule qu'il ne mariera pas ses filles sans le consentement du roi de France. C'est une clause anodine en apparence. En réalité, c'est un piège mortel. François II meurt quelques semaines plus tard.
de chagrin, dit la légende. Sa fille Anne, 11 ans, devient duchesse de Bretagne. Elle est désormais le plus beau parti d'Europe et elle est enchaînée par le traité que son père a signé. Anne de Bretagne ne le sait pas encore, mais Anne de France a déjà un plan pour elle, un plan qui va l'arracher à son mari légitime, un plan qui va sceller le destin de la Bretagne pour toujours, et ce plan commence par un siège, le siège de Rennes. Décembre 1490. La cathédrale de Rennes est plongée dans une lumière froide d'hiver. Une adolescente de 13 ans se tient devant l'autel. Elle porte une robe somptueuse. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard est ferme. Anne de Bretagne, duchesse souveraine, est sur le point de se marier. Son époux n'est pas là. Il ne viendra jamais, parce que son époux, c'est Maximilien d'Autriche, roi des Romains, fils de l'empereur du Saint-Empire. Et ce mariage se fait par procuration. Un ambassadeur autrichien représente Maximilien. Après la cérémonie religieuse, il accomplit un geste symbolique qui fait ricaner les cours d'Europe. Il introduit sa jambe droite nue dans le lit de la duchesse. Le mariage est consommé. Anne de Bretagne est désormais reine des Romains. C'est un coup de maître diplomatique. En épousant Maximilien, Anne de Bretagne s'allie au plus puissant souverain d'Europe. Elle échappe à l'emprise de la France. Elle préserve l'indépendance de son duché. Elle venge son père humilié à Saint-Aubin, du Cormier. Mais Anne de France n'est pas femme à accepter la défaite. Le traité du Verger, signé 2 ans plus tôt, stipulait que la duchesse ne pouvait se marier sans le consentement du roi de France. En épousant Maximilien, Anne de Bretagne a violé ce traité. C'est un casus belli, une déclaration de guerre. Et Anne de France va répondre par la guerre. Au printemps 1491, les armées françaises envahissent la Bretagne. Une à une, les villes tombent. Nantes est livrée aux Français par un traître, Alain d'Albret, ancien prétendant et conduit, qui se venge de son humiliation. Bientôt, il ne reste plus qu'une seule ville libre, Rennes, la capitale, le dernier refuge de la duchesse. Charles VIII vient en personne mettre le siège devant les murailles. Il est résolu à en finir par la famine. Anne de Bretagne envoie des appels désespérés à son mari Maximilien. Elle supplie ses alliés espagnols et anglais d'intervenir. Mais personne ne vient. Maximilien est absorbé par la succession de Hongrie. L'Angleterre hésite. L'Espagne attend. Les semaines passent. Dans Rennes, la faim se fait sentir. Les habitants fondent leur vaisselle pour payer les mercenaires. Les réfugiés affluent, des campagnes dévastées. La situation devient intenable. Pendant 2 mois, Anne de Bretagne résiste. Elle refuse toutes les propositions. Elle refuse de trahir son mari autrichien. Elle refuse de se soumettre à l'ennemi de son père. Mais elle a 14 ans. Elle est seule. Et le royaume de France est à ses portes. Finalement, Anne de France lui envoie un ultimatum. Soit elle épouse Charles VIII, soit la Bretagne passe sous domination française. C'est un chantage pur et simple. La duchesse n'a plus le choix. Le 6 décembre 1491, à l'aube, une cérémonie secrète se déroule au château de Langeais. Anne de Bretagne épouse Charles VIII en catimini, sans l'accord du pape. Le mariage avec Maximilien n'a même pas été annulé. Techniquement, Anne de France vient d'organiser une bigamie royale. La manœuvre est d'une audace folle. Charles VIII était lui-même fiancé à Marguerite d'Autriche, la propre fille de Maximilien. En épousant Anne de Bretagne, il renvoie sa fiancée chez son père. Il humilie l'empereur. Il s'empare d'une femme mariée à un autre. La propagande autrichienne dénonce immédiatement un rapt. Elle affirme que la duchesse a été enlevée de force et que sa descendance est illégitime. Anne de France s'en moque. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. La Bretagne est rattachée à la couronne. L'œuvre de son père, Louis XI, est accomplie. Le royaume de France s'étend désormais de la Flandre aux Pyrénées, de l'Atlantique aux Alpes. Mais ce triomphe cache une autre vérité. Une vérité plus ancienne, plus cruelle. Car pour neutraliser la branche d'Orléans, Anne de France a utilisé une arme bien plus terrible que les armées ou les traités. Elle a utilisé
sa propre sœur. 8 septembre 1476, 17 ans avant le mariage de Langeais. Dans la chapelle du château de Montrichard, une autre cérémonie se déroule. Une fillette de 12 ans attend près de l'autel. Elle porte une robe de drap d'or rouge. Elle sait qu'elle est moult difforme de sa personne, boiteuse, le dos voûté, peut-être bossue. Les chroniqueurs l'appelleront Jeanne l'Estropié. À côté d'elle, un garçon de 14 ans pleure. Il s'appelle Louis d'Orléans. C'est le premier prince du sang, le futur Louis XII. Et il refuse de l'épouser. Ce mariage est l'œuvre de Louis XI. Le roi a fiancé Jeanne à Louis d'Orléans alors qu'elle n'avait que 26 jours. Pourquoi une telle cruauté? Les médecins avaient dit que Jeanne serait inhabile à porter enfant. En la mariant au premier prétendant au trône, Louis XI espérait éteindre la branche d'Orléans. Sans héritier mâle, l'apanage reviendrait à la couronne. Une lettre du roi au comte de Damartin, citée lors du procès en annulation de 1498, confirme ce calcul monstrueux. Je suis délibéré de faire le mariage de ma petite-fille Jeanne et du duc d'Orléans, pour ce qu'il me semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne me coûteront guère à nourrir. Anne de France n'a pas orchestré ce mariage. Elle n'avait que 12 ans quand les contrats furent signés, mais elle l'a maintenu. Pendant 22 ans, elle a laissé sa sœur servir d'instrument politique. Tant que Louis d'Orléans était enchaîné à Jeanne, il ne pouvait engendrer d'héritier. Il ne pouvait épouser Anne de Bretagne. Il restait prisonnier d'une union qu'il haïssait. Jeanne a subi ce calvaire avec une dignité stupéfiante. Louis la visitait 6 fois par an au maximum. Et encore, sur ordre du roi, il racontait devant elle ses exploits avec d'autres dames. Il la traitait avec un mépris affiché. 22 ans de souffrance silencieuse. 22 ans au service de la couronne. Et Anne de France a laissé faire. Quelque part entre Sablé et Bourges, dans une cellule obscure, un homme attend. Il a 30 ans. Il est le premier prince du sang. Si Charles VIII mourait sans fils, il deviendrait roi de France. Il s'appelle Louis d'Orléans et il va passer 3 ans dans les geôles de la Régente. Après Saint-Aubin-du-Cormier, Anne de France se trouve face à un dilemme. Louis d'Orléans est coupable de haute trahison. Il a levé des armées contre la couronne. Il s'est allié aux ennemis du royaume. Les officiers français qui l'ont suivi ont été décapités dans la cour du château. Par la logique du temps, il devrait mourir lui aussi. Mais Anne de France ne le tue pas. Le tuer, c'est risquer une guerre civile. C'est s'aliéner définitivement toute la branche d'Orléans. C'est créer un martyr que ses partisans vénéreraient pendant des générations. Anne choisit une punition plus subtile, une punition pire que la mort pour un prince de son rang. L'humiliation prolongée. Louis est transféré de prison en prison. Sablé, Lusignan, Bourges. Certaines sources évoquent une cage de fer, semblable à celle où Louis XI enfermait le cardinal de La Balue pendant 11 ans. D'autres historiens contestent ce détail macabre. Mais tous s'accordent sur l'essentiel. Pendant 3 ans, le premier prince de France est traité comme un criminel de droit commun, sans honneur, sans dignité, sans espoir. Anne de France aurait pu le laisser pourrir dans sa cellule jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne le fait pas. En 1491, elle le libère. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle a besoin de lui. Pour sceller le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, Anne de France envoie l'ancien rebelle négocier. C'est Louis d'Orléans qui doit demander la main de la duchesse au nom de son rival. L'humiliation suprême. Louis, qui voulait épouser Anne de Bretagne lui-même, doit la conduire dans le lit de son geôlier. Il s'exécute. Il n'a pas le choix, mais il n'oublie pas. 7 ans plus tard, le 8 avril 1498, Charles VIII meurt stupidement. Il se cogne la tête contre un linteau de porte au château d'Amboise. En quelques heures, il est mort, sans héritier mâle. La couronne passe à Louis d'Orléans, qui devient Louis XII. Anne de France doit se retirer. L'ancien prisonnier est désormais le roi. Tout le monde attend sa vengeance. Tout le monde pense qu'il va écraser les Beaujeu comme ils l'ont écrasé. Mais Louis XII ne se venge pas.
Il gouverne avec sagesse. Il se réconcilie avec Pierre de Beaujeu. Il laisse Anne de France administrer ses terres en paix. L'histoire retiendra son surnom. Le père du peuple. Peut-être que 3 ans de prison l'ont assagi. Peut-être qu'il a compris que la vengeance est un luxe que les rois ne peuvent pas se permettre. Ou peut-être simplement qu'il avait mieux à faire, comme épouser enfin Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, après avoir fait annuler son mariage avec Jeanne de France. Le plan d'Anne de France avait fonctionné pendant 22 ans, puis il s'est effondré. Mais peu importe, la Bretagne était déjà rattachée à la couronne. La mission était accomplie. Aujourd'hui, près de la route qui traverse Saint-Aubin-du-Cormier, un mémorial se dresse dans la lande. On l'appelle la Croix des Bretons. Croaz ar Vretoned en breton. Une simple croix de pierre sur un amas de roches. L'inscription rend hommage aux 6000 combattants bretons morts pour l'indépendance et l'honneur de la Bretagne. Le souvenir de cette sanglante journée s'est maintenu longtemps dans la mémoire populaire. Non loin de là, dans le bois du Sel, un endroit porte encore le nom de Charnier. C'est là que des milliers de corps furent enfouis après la bataille. Un poirier sauvage y poussa, atteignant une taille extraordinaire. On l'appelait le Béziers du Charnier, comme si la terre elle-même se souvenait du massacre. Anne de France a régné 8 ans, de 1483 à 1491. Elle a laissé à son frère un royaume prospère et en paix. Elle a préparé le rattachement de la Bretagne. Elle a écrasé la dernière révolte féodale. Elle a maintenu l'autorité royale contre les plus puissants princes d'Europe. Mais à quel prix? Les milliers de morts de Saint-Aubin-du-Cormier. Les conseillers de son père sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Sa propre sœur utilisée comme instrument politique pendant 22 ans. Une adolescente de 14 ans arrachée à son mari légitime et mariée de force. Un prince du sang humilié dans les cachots pendant 3 ans. Anne de France était-elle un monstre politique ou une grande femme d'État? Sans doute les deux à la fois. Car dans la France du XVe siècle, une femme qui voulait gouverner n'avait pas le luxe de la clémence. Elle devait être plus dure que les hommes, plus impitoyable que les princes, plus rusée que les diplomates. Anne de France a été tout cela, et c'est peut-être pour cette raison que l'histoire l'a si longtemps oubliée, parce qu'elle dérangeait, parce qu'une femme aussi impitoyable ne rentrait pas dans les livres d'école, parce qu'on préférait retenir les reines douces et les régentes maternelles. Pourtant, cette même femme a écrit les « Enseignements à ma fille », un manuel d'éducation d'une modernité stupéfiante. Elle y conseille l'humilité, la douceur et la courtoisie. Elle y met en garde contre les relations entre hommes et femmes dans un monde impitoyable. Elle y trace son propre portrait, toujours un port honorable, des manières froides et assurées, un regard humble, la parole mesurée, constante et ferme, jamais un propos hésitant. Anne de France a supervisé l'éducation de Diane de Poitiers, la future favorite d'Henri II. Elle a formé Louise de Savoie, la mère de François Ier. Elle a façonné les femmes qui façonneront le siècle suivant. C'est la moins folle femme du monde, car de sage, il n'y en a point. Louis XI avait raison. Sa fille n'était pas sage, elle était impitoyable, et c'est ainsi qu'elle a sauvé la couronne de France.